Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes bien sûr ministre de la Culture, ancienne ministre de la Santé. Et justement, il y a deux fronts aujourd'hui pour le gouvernement. La lutte contre l'islamisme radical et la lutte contre le coronavirus. Commençons par la question du droit au blasphème et des caricatures. Emmanuel Macron les a défendus ce week-end. Et en réponse, boycott qui se multiplie contre la France et les produits français dans certains pays musulmans. Le Qatar notamment suspend par exemple officiellement la semaine culturelle française de son université. Comment est-ce que vous réagissez ? Je veux dire de façon très forte que la caricature, le blasphème font partie de la culture française. Je pense à Numa, à Casali, à Daumier, à Philippon, à Le Petit, au lien qui unissait Daumier et Baudelaire, ou Philippon et Balzac. Et vraiment, ce droit, il fait partie de notre culture. Je le défends. Du Charivari à Charlie Hebdo, là, c'est quelque chose de constitutif de la culture française. Alors, il y a un chef d'État, le chef d'État de la Turquie, Monsieur Erdogan, qui instrumentalise à des fins de politique intérieure ce qui s'est passé dans notre pays. Moi, je veux redire, à la suite d'Emmanuel Macron, que véritablement ces crimes sont inexpiables, que ce soit la décapitation de Samuel Paty, ce qui s'est passé à l'Hypercacher, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, et que tout ça, cet islamisme radical doit être condamné de façon absolument irréfragable. Mais le président Emmanuel Macron n'a tenu aucun discours anti-islam ni anti-musulman. Les musulmans font partie de la communauté de la République. Il n'y a donc aucun problème sur ce sujet. Et les diplomates français sont en train d'expliquer à leurs homologues et au gouvernement qui sont de tradition musulmane ce qu'il en est exactement. Mais on a besoin de le leur redire. Je crois qu'on a besoin de leur redire devant l'instrumentalisation qui est faite à des fins de politique intérieure et peut-être aussi étrangère par certains chefs d'État comme M. Erdogan. Vous parlez du président Erdogan. Le Qatar, qui, je le disais, suspend la semaine de la culture française dans ses universités. Le Qatar qui est propriétaire de très nombreux, qui a beaucoup investi dans un certain nombre de symboles français, le PSG, les magasins du printemps, les hôtels Accor. Est-ce qu'il faudra à un moment faire de même ? Faire de même, c'est-à-dire boycotter à un moment. Est-ce que s'ils appellent davantage encore au boycott des produits français, il faudra nous-mêmes que nous boycottions les investissements au fond que le Qatar a fait en France ? Le boycott n'est pas dans la tradition française. Je pense que la bonne stratégie, c'est celle de l'apaisement et de l'explication. Et là, on a un corps diplomatique parfaitement apte à faire cette mission et de rappeler qu'il n'y a aucune lutte contre les musulmans français, il y a simplement une lutte contre l'islamisme et contre le terrorisme, et on peut se retrouver sur la lutte contre le terrorisme. Il y a un autre front, je le disais, c'est la question du coronavirus. Et ce mot qui est lâché, et on sent bien que ça commence à monter comme une menace, est-ce qu'il va falloir aller vers un reconfinement ? Alors, je vais vous faire une confidence, Apolline de Malherbe, je ne suis plus ministre de la Santé depuis 10 ans. Alors, vous, c'est un scoop. Figurez-vous que je le savais, mais simplement, Roselyne Bachelot, vous êtes ministre, vous êtes notamment en charge de ce secteur qui souffre aujourd'hui. Est-ce que ce secteur qui redoute qu'on aille encore plus loin, est-ce qu'il peut aujourd'hui être rassuré ou est-ce que oui, il pourrait y avoir un reconfinement ? Alors, je veux dire que ce secteur doit être rassuré parce que quelles que soient les décisions que nous devrons prendre sur la question sanitaire, et ça je fais confiance à Olivier Véran, à ses équipes, aux scientifiques qui sont à ses côtés. Au passage, je dis que ceux qui avaient douté de la gravité de la crise, qui avaient mis en contestation les paroles de vérité, doivent se rendre à la raison et dire oui, la crise est très grave. Mais je dis, le monde de la culture doit être assuré car quelles que soient les décisions que nous imposerons
les circonstances sanitaires, nous serons à leur côté pour les accompagner. C'est ce que j'ai fait avec le couvre-feu, en obtenant 115 millions d'argent frais pour la culture, que ce soit 30 millions pour accompagner les salles de cinéma et 85 millions pour accompagner le spectacle vivant. C'est ça, il faut que le monde de la culture sache qu'on ne les laissera pas tomber. Vous ne les laisserez pas tomber, mais enfin pardon, c'est pas hyper rassurant non plus, parce que vous continuez à parler au futur comme si à chaque fois, ça n'était pas suffisant et qu'à chaque fois on devait s'attendre à ce qu'il y ait des mesures encore supplémentaires chaque semaine. Je peux vous dire que le coronavirus est quelque chose qui ne nous prévient pas de son mode d'action. Il y a une seule chose que je peux dire, c'est que ce coronavirus, on peut l'affronter par la raison, par le respect des règles sanitaires, le respect des gestes barrières, le fait de ne pas faire d'imprudence, de ne pas faire des réunions familiales ou amicales où on s'entend à 125 dans une salle. Nous avons en quelque sorte la réussite du couvre-feu entre nos mains. C'est ça qu'il faut se dire. Mais on a quand même l'impression qu'à chaque fois on est en retard, qu'à chaque fois il y a des mesures supplémentaires qui nous pendent au nez. Quand on regarde ce qui s'est passé en Belgique, la Belgique qui a décidé hier, et ça vous concerne en premier chef, de fermer tous les lieux culturels. C'est simple, tous. Ils sont tous fermés. Les théâtres, les cinémas, les musées, les salles d'exposition, c'est fini. Est-ce que ça, c'est de nature à rassurer le monde de la culture français ? Je ne pense pas que une mesure de confinement total soit de nature à rassurer le monde de la culture. Parce que justement, quand on écoute... J'étais hier, dans le cadre du week-end Tous à l'Opéra, j'étais à Bordeaux, puis je suis allé à l'Opéra Comique écouter une masterclass de Karine Dehaye. Il y a une volonté de jouer, de s'exprimer, de chanter, de danser. Le monde de la culture, il ne vit pas que d'argent, il vit aussi dans le fait de s'exprimer. Et ça, je veux l'accompagner. Je veux justement qu'on n'en arrive pas. Vous voulez, mais est-ce que vous le pouvez ? Alors, mais justement, c'est à ça que j'appelle les citoyens français. Ils sont très attachés aux pratiques culturelles. Les pratiques culturelles, elles seront préservées, elles seront rendues possibles par notre discipline individuelle et collective. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'on ne fera pas, comme l'a fait la Belgique, qu'on ne fermera pas les espaces culturels ? Je ne peux rien dire aujourd'hui. La situation, elle évolue de jour en jour. On sait très bien, le ministre de la Santé nous a prévenus. Les mesures de couvre-feu, il y a un temps de latence pour les observer, pour observer leur action. Cette évaluation, elle sera faite dans le milieu de la semaine. Mais ça veut dire qu'on tâtonne, on ne sait pas si c'est efficace, on attend, on voit. J'en appelle à la responsabilité de tous. Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'une mesure de couvre-feu ? C'est le respect des mesures. Est-ce que les Français l'ont respecté ? Eh bien, c'est la question qui nous est posée collectivement. Sauf que vous aviez plaidé pour que la culture soit un des motifs d'exemption du couvre-feu. Malheureusement, pour vous, vous n'avez pas entendu, malheureusement sans doute pour le monde de la culture. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, même quand vous faites vos appels, on n'a aucune garantie que ça soit véritablement fait. Il n'y a pas de visibilité dans l'épidémie, effectivement, ça je suis absolument d'accord avec vous. Ce que je dis, c'est que véritablement, on a fait un accompagnement. Moi, ce que je note aussi dans le monde de la culture, à travers ce couvre-feu, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs du monde culturel qui sont adaptés, qui ont avancé. Par exemple, les représentations, même à 17h, comme au Théâtre de la Colline, à 18h, à 19h. Je suis allé au théâtre vendredi soir voir Richard Berry dans l'admirable plaidoirie. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà vu, d'y aller. On sort à 19h30, on sort à 20h30 du spectacle, et véritablement, on peut aller au théâtre dans un lieu sécurisé. Le monde de la culture, il s'est beaucoup adapté, il le fait encore, vous le dites, mais il y a un moment où il finit par mettre un genou à terre. Regardez les restaurants qui, inlassablement, se sont adaptés, ont adapté leurs salles, leurs protocoles, et puis voilà, Michel Saran qui a annoncé ce week-end qu'il fermait. Alors, permettez-moi de ne pas comparer les restaurants. Mais on a l'impression que c'est le même processus. Oui, c'est le même processus, c'est le même effort. Bien sûr que tout le monde fait des efforts. Et je veux dire que ces efforts aussi, nous les accompagnons. Nous savons très bien que dans le monde de la culture, d'avancer une séance à 17, 18, 19 heures, entraîne une moindre billetterie. Mais ça, on a des systèmes de compensation qui permettent aux équipes de continuer à jouer, à chanter, à danser. C'est ça que nous faisons. Il y a un effort du côté des professionnels et il y a un effort du côté de l'État. C'est d'ailleurs la même chose pour les restaurateurs. Nous les accompagnons dans cela.
Mais on a quand même l'impression que c'est presque un supplice. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, on nous annonce à chaque fois qu'on va devoir faire des efforts supplémentaires, qu'il va falloir faire encore plus attention. Ce matin encore, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, dit que la situation est très critique, qu'il faudra peut-être envisager un reconfinement. Au fond, ce supplice de l'attente, quand vous voyez qu'Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, disait c'est le pire, c'est cette attente et cette incertitude. Est-ce qu'il ne fallait pas mieux décider un bon coup d'un confinement comme elle le proposait pendant 3 semaines, anticipé, prévu, plutôt que cette menace permanente? Que ce soit un supplice, je suis absolument d'accord avec vous. Que ce soit un désastre pour le monde de la culture, je suis absolument d'accord. Cette souffrance, cette catastrophe, on l'affronte ensemble. Elle a des côtés imprévisibles. On essaie de piloter en permettant la conciliation d'un maintien de l'activité économique avec des précautions sanitaires. C'est un chemin extrêmement étroit. Je suis d'accord avec vous quand vous me dites tout cela. Je pense que dans la situation actuelle, totalement imprévisible, c'est vrai. Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu de prévision ? Mesure. Est-ce que véritablement la solution sera un confinement massif comme celui qu'on a vécu au mois de mars, au mois de mai ? Je n'ai pas les éléments aujourd'hui pour vous répondre, Apolline de Malherbe. Je souhaite qu'on arrive par la discipline collective à y échapper, puisque ce serait ça. Si nous laissions filer les choses, ce serait ça qui nous attendrait. On a quand même l'impression d'avoir fait beaucoup preuve de discipline. Alors oui. Moi, je note que par rapport à certains comportements estivaux, les Français ont pris conscience. Et le couvre-feu est bien respecté. Les mesures barrières sont de plus en plus comprises. Regardez l'application Stop Covid devenue tous anti-Covid. Vous l'avez téléchargée ? Ah bon, j'avais dès la première version. Contrairement au Premier ministre, vous aviez y compris téléchargé la première. J'avais chargé la première. Mais regardez, alors que ça avait été, comme dit M. Macron, c'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Oui. Vous-même, on ne voit pas votre sourire derrière le masque, mais on le devine. Là, c'est 4 millions. C'est 4 millions de Français qui l'ont chargé pratiquement dès les premiers jours. Ça montre aussi qu'il y a une prise de conscience de tout cela. Roselyne Bachelot, vous le disiez, vous n'êtes plus ministre de la Santé, mais vous l'avez été. Vous aviez été confrontée au H1N1. Aujourd'hui, d'ailleurs, justice vous est rendue, alors qu'à l'époque, vous aviez été considérée, au fond, comme trop prévoyante. On vous l'a reproché. À l'inverse, on s'étonne que ce gouvernement-ci ne soit pas davantage prévoyant. Pas de la première, vous le disiez, ça nous est tombé dessus et personne ne pouvait le prévoir. Mais la deuxième vague, tout le monde l'anticipait, tout le monde en parlait, plateau après plateau, y compris sur ce plateau-ci. Cette deuxième vague, on pouvait l'anticiper. Certains de nos voisins l'ont fait. Quand on voit que les Italiens ont embauché 6 000 nouveaux médecins et 14 000 infirmières, pourquoi n'avons-nous pas fait de même ? Le système hospitalier français a bien réagi, il a montré une certaine plasticité. Je ne me prononcerai pas plus avant sur ces mesures sanitaires, sauf pour dire que quand on ouvre des lits, il faut aussi ouvrir du personnel et que des mesures de réduction, par exemple, des médecins qui ont été prises dans les années 80, avec la réduction massive du numerus clausus, ont des effets que nous payons encore aujourd'hui, et qu'un médecin, Olivier Véran le rappelait, un médecin anesthésiste réanimateur, ça se forme en 12 ans, et une infirmière spécialisée en 3 ans plus quelques années, et que ouvrir des lits, c'est pas ouvrir du matériel, c'est recruter des gens, et ça prend du temps. Mais néanmoins, des recrutements ont été faits dans l'hôpital français aussi. Est-ce qu'il y a trop de raideur quand même dans le système français, vous le connaissez bien? Est-ce qu'il y a trop de raideur? Alors, notre système français recueille un large consensus autour du fait qu'il y ait un secteur public très puissant. Nous y sommes très attachés, c'est notre culture. On vante quelquefois le système allemand, Apolline de Malherbe, en oubliant que le système allemand, il est basé majoritairement sur une hospitalisation privée et majoritairement sur des personnels qui ne relèvent pas d'une fonction publique. Oui, mais finalement, si ça marche... Moi, je suis attaché au modèle de l'hôpital public français. Mais coûte que coûte, même si ça marche moins bien ? Mais
D'abord, êtes-vous sûr que ça marche moins bien? J'en sais rien, mais enfin, quand on regarde les chiffres en Allemagne, ça a l'air quand même qu'ils ont moins subi, même en termes de morts. Justement, il y a peut-être des facteurs exogènes au système de santé, au système de santé allemand. Vous n'y croyez pas aux chiffres allemands? Si, je crois aux chiffres allemands. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui est à l'origine de la crise en France? C'est un cluster d'une église évangélique à Mulhouse. Un fantastique coup de malchance. Il y a un certain nombre d'épidémiologistes qui ont dit si cette réunion évangélique elle avait eu lieu de l'autre côté du Rhin, l'Allemagne aurait peut-être été dans la même situation. Encore aujourd'hui, vous pensez que ce petit événement du début, qui en effet a causé le début de la première vague, il a un impact sur les différents chiffres? C'est une hypothèse. Enfin, moi, ce qui me préoccupe, je suis ministre de la Culture. Je le redis. Moi, ce que je veux, c'est que la culture française, qui est une spécificité de la France, elle continue à vivre, qu'on aille dans les théâtres, qu'on aille dans les cinémas, qu'on aille dans des festivals. Moi, je suis entièrement mobilisée sur ça. Ça, c'est les Français. Pour ce qui est des professionnels, je pense aux assureurs. Vous le savez, il y a cette bataille avec les assureurs pour les restaurants, mais elle existe également pour les cinémas, qui demandent à ce qu'on compense leur perte d'exploitation. À ce que les assureurs soient au rendez-vous. Le sont-ils? Mais moi, les assureurs sont à Bercy. Moi, ce que je veux, c'est préserver une filière. Ils assurent aussi le monde de la culture, Roselyne Bachelot. Moi, ce que je veux, c'est trouver les financements pour aider les exploitants de salles, les distributeurs et les producteurs. Ça, c'est mon job. Et ça, je le fais. Bon, ce que je veux, c'est permettre au théâtre de vivre. Mais est-ce que vous demandez à Bercy de faire aussi son job en demandant aux assureurs de mettre au pot? Il y a des assureurs qui peuvent y participer sans qu'on les aide, d'autres qui ont besoin d'être aidés, on fait du cas par cas. Moi, ce que je veux, c'est préserver le monde de la culture. Parce que ce que je vois, c'est que dans un certain nombre de pays étrangers, il y a des systèmes de couvre-feu, etc. Moi, ce que je note, c'est que le Metropolitan Opera à New York est fermé. Pour Boston, toute la saison. Chicago, le Philharmonique de New York, et ils ne sont pas fermés jusqu'au mois de décembre, ils sont fermés jusqu'en septembre 2021. C'est qu'en Irlande, en Slovaquie, en Roumanie, tous les espaces culturels sont fermés. La Belgique, l'Italie, qu'il y a des pays comme par exemple la Suède, on a vanté son libéralisme. Ah oui, les salles de cinéma et de spectacle sont ouvertes, jauge maximum 50 personnes. Donc vous dites c'est le moment de se dire que finalement on fait pas si mal les choses. Exactement. Roselyne Bachelot, il n'y a pas que le coronavirus qui agite le monde de la culture. Je voudrais quand même qu'on parle d'un mot des propos de l'actrice et réalisatrice Mai Wen. Je ne sais pas si vous les avez lus. Elle en a parlé dans Paris Match. Elle a répondu aussi à des interviews à la télévision où elle est revenue sur la cérémonie des Césars. Vous n'étiez pas à l'époque encore ministre de la Culture, mais vous vous souvenez bien sûr de ce moment de grande agitation au moment où les Césars ont primé Roman Polanski. Et Mai Wen ce jour dit: moi, je suis pour dire aux hommes à quel point on les aime. Il faut arrêter de dire que ce sont tous des pervers. Elle dit à propos des militantes féministes: c'est fou ce qu'elles peuvent dire comme conneries ces derniers temps. Ce sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, c'est clair, qui sont à l'origine des dommages collatéraux très graves. Elle ajoute même: j'espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Mai Wen? Moi, ce que je veux, c'est combattre le sexisme. Je pense que la récompense de Roman Polanski était malvenue et qu'elle a blessé à juste titre des militantes. Et que l'association des Césars, qui n'a rien à voir avec une organisation gouvernementale, je le précise, aurait dû sans doute éviter ce genre de difficultés. Ceci étant, je n'aime pas commenter les propos de Mai Wen, elle pense cela. Moi, mon combat, c'est de lutter contre toutes les violences sexuelles dont les... Mais vous vous seriez levé aux cérémonies des Césars, à la cérémonie des Césars, comme l'avait fait Adèle Haenel? Oui, si j'y étais allé, j'y serais allé en tant que ministre de la Culture, évidemment, je me serais levé. Évidemment, vous vous seriez levé. Pour vous, il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Mais moi, ce que je veux, c'est combattre les violences sexuelles, sexistes et harcelantes dans tous les établissements dont j'ai la responsabilité. La parole se libère aussi.
dans les conservatoires, dans les compagnies, dans les festivals. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est une de mes actions phares. D'ailleurs, je communiquerai dans quelques semaines sur les actions que je souhaite mener dans ce domaine. Vous pensez qu'il y a encore des actions supplémentaires à mener? Vous allez développer cela? Absolument. De quel ordre? Justement, je suis en train d'y travailler. Mais on vous reviendrez, mais on vous sent assez mal à l'aise avec les propos de Maïwenn. Vous trouvez qu'elle rouvre un dossier que vous auriez préféré fermer? Je ne vais pas commenter les propos d'une actrice ou d'une autre actrice, etc. Mais vous le savez bien, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup agité le monde de la culture et qui continue, on le voit bien. Je dis ma position. Moi, je ne commande pas les propos des unes et des autres. Je dis ma position. C'est ça qui compte pour moi. Qu'est-ce que je fais dans telle situation? Chacun s'exprime dans une liberté. On ne va pas défendre la liberté d'expression et faire des commentaires désobligeants sur tel ou tel. C'est pas ma vision. Mais donc, à chacun sa liberté, la sienne et la vôtre. Exactement. Et la vôtre, ça aurait été de vous lever, vous le dites, à la cérémonie des Césars. Merci beaucoup d'être venu sur RMC et BFM TV ce matin. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et non plus ministre de la Santé, mais enfin, on sent bien que c'est quand même encore un peu là. Il est 8h54. Merci à vous.